Bonjour Monsieur Bernard, Jean Bernard. Oui, bonjour. Vous êtes coprésident de l'association SOS Forêt d'Ordogne. Voilà, tout à fait, oui. SOS Forêt d'Ordogne qui a un agenda très rempli, parce que samedi 24 mai, SOS Forêt d'Ordogne est en partenariat avec la ferme du Parco pour une journée en forêt au Parco. Le 27 mai, vous avez un ciné-débat au Rex à Sarlat avec le film L'usage du monde. La fête de l'ortie, vous participez aussi à Aja Oui, le tout 30 à mai. fait. Donc voilà, Oui. plein d'événements sur le sujet de la forêt, car SOS Forêt d'Ordogne, c'est sa mission de protéger et puis de faire de la pédagogie sur ce sujet. Voilà, tout à fait, oui. Oui, oui. Vous, en tant que coprésident, vous êtes actif dans l'association. Monsieur Bernard, quel est votre parcours ? Alors, moi, disons que depuis tout temps, je m'intéresse à la forêt, mais en tant que, utilisateur de la forêt, quoi, de balades en forêt, de beaucoup d'activités que je faisais en forêt. Et puis, moi, je suis en Dordogne depuis très longtemps maintenant, et j'ai pu être spectateur, comme beaucoup d'autres, de la dégradation des forêts périgourdines, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis engagé au mois de juillet 2021 à la création de SOS Forêt d'Ordogne, et j'ai souhaité y participer en tant que coprésident, parce que notre association fonctionne en collège. En collège, c'est-à-dire il n'y a pas de président, il n'y a que des coprésidents qui ont tous une voix égale dans les décisions à prendre, dans la marche à suivre de l'association, quoi. Donc nous nous réunissons très régulièrement pour débattre des thèmes, des actions à mener, comme je vous disais, de la marche à suivre de l'association, des informations à faire passer, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Et nous avons aussi beaucoup d'adhérents, des adhérents sur lesquels on peut aussi s'appuyer. Il y a beaucoup d'adhérents aussi qui nous prêtent main forte, parce que là actuellement on a un collège de 8 personnes, mais ça suffit pas à faire face à toutes les actions qu'il y a à faire sur le territoire périgourdin concernant les forêts, quoi. Voilà. Et le territoire est vaste, la Dordogne est Et étendue. le territoire est vaste. Et puis, alors, on évoquait le départ de Jean-Claude Noir, suite à une discussion en collège où il a été mis en minorité, donc il a souhaité partir du collège, donc ce que nous respectons complètement. Nous le regrettons, ce départ, et nous savons que malgré cela, lui, de son côté, il continuera à se battre, c'est un passionné de la forêt, et que nous mènerons aussi, nous continuerons à nous battre. Ce sera une sorte de combat parallèle, parce que nous battons pour la même cause. Et vous savez, le combat pour la forêt, c'est un combat difficile, parce que c'est pour ça que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Le thème de la forêt, en fait, c'est quelque chose qui n'a jamais été très médiatisé. C'est un thème qui commence à émerger dans le débat public. Et les grosses coopératives forestières et même les pouvoirs publics tombent un peu des nues quand on leur dit que, oui, la forêt, c'est une affaire de propriété privée, mais c'est aussi une affaire d'intérêt général. Avant, la question de la préservation, de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de l'air, du stockage de carbone, c'est des questions qui ne se posaient pas. La forêt était là, elle était là à notre service, on va dire. On pouvait l'exploiter, voilà. Et si vous voulez, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a une exploitation industrielle qui émerge et qui fait fi de tous les services que nous rend la forêt, quoi. Les exploitations, les coopératives forestières ont commencé à lorgner sur les profits réalisables dans la forêt, ont développé une stratégie de profit à court terme, qui se traduit par l'industrie des coupes rases, suivie de plantations massives en monoculture de résineux, notamment en Dordogne, c'est les pins maritimes.
Et nous sommes aujourd'hui dans une sorte de dictature de l'immédiat qui sacrifie la biodiversité, les écosystèmes forestiers, le monde du vivant, au profit d'intérêts privés, d'ailleurs financés en grande partie par les fonds publics, quoi. On est là pour dénoncer tout ça, pour dire que ce système d'exploitation est plutôt un système de destruction des forêts et qu'il existe d'autres modes d'exploitation beaucoup plus respectueux de nos forêts, quoi. Voilà. Sur les méthodes qui vous différenciaient entre ce que voulait Jean-Claude Noir, qui a quitté l'association, et ce qui a été décidé, ce qui a été voté finalement, c'était quoi la différence? Il y avait une question avec le temps passé vis-à-vis de l'administration gouvernementale, en comparaison avec le temps passé avec les négociations avec l'administration locale. Oui, enfin disons que nous, les négociations, elles se font essentiellement au niveau local, hein. C'est-à-dire que là, les négociations, on les a menées au niveau du département, hein. On a rencontré le président du conseil départemental, on a rencontré l'ancien préfet et aussi la nouvelle préfète, à qui on a remis d'ailleurs des signatures sur les coupes rases. Hein, on a réuni, si vous voulez, je crois que maintenant on est à peu près à 21 000 ou 22 000 signatures concernant les coupes rases en Dordogne, pour là où on propose à la préfète d'encadrer et de limiter les coupes rases sur les forêts. Donc ça quand même, pour un département de la Dordogne, écoutez, on n'est pas loin de, je crois, 22 000 signatures, hein, sur une pétition. On l'a remise à la préfète et je crois que ça montre l'ampleur du phénomène et aussi l'ampleur de l'impact que ça peut avoir sur le public. Vous voyez ? Alors, donc nous, on a amorcé cette réflexion, alors pas seulement au niveau des pouvoirs publics, hein, on contacte aussi les administrations locales, hein, on parle avec la DDT, on essaye aussi d'avoir des contacts avec les acteurs forestiers directement, et puis on fait aussi des réunions d'information au niveau des communes, au niveau des maires, au niveau des élus. On a fait des fascicules destinés aux propriétaires forestiers, destinés aux élus, alors pas seulement les maires, mais aux élus du conseil départemental, aux élus des communautés de communes. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Et donc les informations au niveau communal, on organise des réunions dans les communes avec les maires, où on invite les propriétaires forestiers, mais pas que. On invite toute la population de la commune et des communes environnantes pour leur parler de la forêt. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt? De la définition d'une forêt, hein, parce que, si vous voulez, les coopératives forestières ont tendance à mélanger volontairement le terme de forêt. Ils disent par exemple qu'une plantation de résineux c'est une forêt, ce qui est absolument faux. Hein, nous on s'est arrêté par exemple sur la définition d'une forêt. Hein, une forêt c'est un écosystème où interagissent les espèces animales, végétales, les fonges, c'est-à-dire les champignons, les micro-organismes, les macro-organismes, les minéraux. Vous voyez, tous ces organismes, ils agissent un peu en interdépendance et constituent ce qu'on peut appeler la biodiversité. Donc la forêt régénère les sols, les fertilise par des cycles de dégradation des feuilles, du bois mort qui vont donner l'humus, lequel humus va être dégradé par les micro-organismes et va pénétrer dans le sol, le nourrir, c'est-à-dire le fertiliser, et le sol, à son tour, nourrira la végétation et les organismes de la forêt, et le cycle est bouclé, vous voyez. Nous sommes là dans le monde du vivant. Dans les plantations de monoculture de résineux, ça n'a rien à voir, on n'a rien de tout ça, si vous voulez. Oui, et puis on épuise les ressources petit à petit. Et on épuise les ressources. Alors, il faut savoir qu'une monoculture de résineux, ça vient après une coupe rase, hein, systématiquement, que
des pins maritimes alignés sur des centaines de mètres. Donc c'est des plantations qui s'effectuent aujourd'hui de façon massive en Dordogne, et ils ne répondent pas à la définition d'une forêt. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, ce sont des plantations artificielles. Les plants sont élevés en pépinière. Ils ont besoin d'engrais pour grandir et de pesticides pour les protéger, car ils sont particulièrement sensibles aux attaques d'insectes ou des champignons. Une vraie forêt, si vous voulez, n'a pas besoin de l'intervention humaine pour se développer. Elle garde les sols intacts, il n'y a pas besoin d'engrais ni de pesticides pour qu'elle évolue. Et les méthodes, on va dire entre guillemets alternatives d'exploitation des forêts, le savent ça, ils respectent ça. Ensuite, les plantations de pins, c'est ce que je vous disais, elles ne remplissent pas les conditions écosystémiques d'une forêt. Les pins sont tous plantés en même temps pour atteindre la même taille au même moment, pour être coupés pour l'industrie, voilà. Donc il n'y a pas de structure, on va dire, étagée propre à une forêt. Les résineux acidifient les sols, donc diminuent la fertilité des sols. Les aiguilles de pin, lorsqu'elles tombent au sol, elles se décomposent que très lentement et donc elles ne créent pas d'humus, d'où un appauvrissement, là encore, de la fertilité des sols. Vous savez, vous avez qu'à regarder un sol sous une plantation de pin, qu'est-ce qu'on y trouve ? Au mieux des fougères et des ronces, les champignons et autres, malheureusement on n'en voit pas. La biodiversité est pratiquement nulle. La faune sauvage n'y trouve pas de nourriture et très peu d'habitat, vous voyez. Donc l'exploitation massive de résineux en monoculture se fait aux dépens de tous les services que rend la forêt. Vous voyez, les plantations de résineux stérilisent les sols là où la forêt les enrichit. Elles acidifient les sols et modifient le pH de l'eau là où la forêt purifie l'eau. Elles détruisent la biodiversité là où la forêt accueille 80% de la biodiversité terrestre. Les plantations massives de résineux en monoculture font disparaître les microclimats forestiers. Là où la forêt est génératrice de pluie, et j'en passe, c'est une aberration aujourd'hui qui met la biodiversité à mal, qui accentue le réchauffement climatique. C'est ce que nous on dénonce. Donc, encore une fois, les plantations de résineux sont des plantations industrielles qui ne peuvent pas être qualifiées de forêt. Le pin maritime a sa place dans nos forêts mélangées, périgourdines. C'est souvent qu'on voit des chênes ou des châtaigniers côtoyer des pins maritimes. Mais c'est la monoculture industrielle qui est une catastrophe. Donc vous avez cité des moyens différents, alternatifs. Il y a le réseau Alternatives Forestières qui pratique un élagage et une coupe plus éthique. Alors, le réseau des alternatives forestières, effectivement, prône ce qu'on appelle la sylviculture mélangée à couvert continu, c'est-à-dire que c'est une exploitation beaucoup plus axée sur qu'est-ce que peut produire la forêt. C'est une sylviculture qui est axée sur la valorisation du bois d'œuvre. C'est-à-dire que plus un arbre grandit, plus il est vieux, plus il peut fournir de bois en quantité et en qualité. Et quand on a ce type de sylviculture, on ne détériore pas le couvert forestier, c'est-à-dire qu'on garde le microclimat forestier. On permet à la forêt de se régénérer par elle-même, c'est-à-dire que ça ne coûte rien. Alors, la différence avec la monoculture intensive, c'est que effectivement, on est dans des mesures de temps plus longues. La monoculture intensive mise sur des rotations, c'est-à-dire des coupes tous les 40 ans. Vous voyez, là, dans la sylviculture sous couvert forestier, on est dans des coupes, on laisse grandir les arbres plus longtemps, on les laisse pousser plus longtemps, mais tous les 7 ou 8 ans, on intervient, on fait des coupes qui vont aussi rapporter aux propriétaires forestiers, en termes d'investissement, en termes de gains d'argent, mais qui vont garder la forêt en l'état et qui vont pas
détruire la forêt. Non. C'est tout ce qu'on essaye d'expliquer. Alors, bon, il y a des tas de sites, hein, on peut voir qu'est-ce que c'est que la sylviculture mélangée à couvert continu. Hein, voilà, c'est l'exploitation de la futaie en futaie irrégulière. Enfin, il y a pas mal de méthodes d'exploitation de la forêt. Voilà, nous on n'est pas adeptes d'une méthode plus qu'une autre, hein. Je crois qu'elles sont toutes valables. Tout dépend de l'endroit où elles se situent, enfin de quel arbre il s'agit, etc. Nous, ce sur quoi on alarme beaucoup, surtout, c'est les coupes rases et les plantations en monoculture de résineux, quoi. Et ça, les citoyens, écologique. les adhérents des SOS Forêt Dordogne le savent. Mais les auditeurs qui, par exemple, connaissent des conseillers municipaux ou qui sont conseillers municipaux ou des maires qui nous écouteraient, ils ont un pouvoir pour, par exemple, décider de combien de semaines d'avance il faut avant d'être prévenu, pour faire une coupe rase. Ils ont le pouvoir de mettre des décrets pour ralentir un petit peu le fait que la coupe rase se fasse sans prévenir tout le monde. Et puis, pareil pour la préfecture, il y a aussi un quota, un nombre minimal d'hectares à partir duquel il faut prévenir. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que à partir de 4 hectares, il faut une déclaration de l'exploitation à la préfecture. Alors, les maires, disons qu'ils n'ont pas vraiment... Alors, ils ont un pouvoir par rapport aux problèmes de voirie, hein, que les exploitations peuvent poser, hein, c'est-à-dire la fréquentation des chemins ruraux, des chemins communaux, les places de stockage du bois, enfin, quel chemin les débardeurs doivent emprunter. Ils peuvent même, s'ils le veulent, créer un arrêté municipal pour interdire l'exploitation du bois lorsque les conditions atmosphériques ne s'y prêtent pas, hein, quand il pleut beaucoup. Parce que là où il y a le plus de dégâts au niveau des chemins, c'est quand il pleut et que les débardeurs font des ornières, etc., qui sont malheureusement encore souvent à la charge des communes, hein, pour le remettre en état, parce que ces entreprises qui s'embarrassent pas de ça, hein, ils font ils débardent le bois et s'en vont, quoi, hein, et puis voilà, quoi. Donc là, les maires ont un pouvoir d'inciter les entreprises à faire des déclarations de chantier. C'est obligatoire, hein, d'ailleurs, hein, et donc de faire l'état des lieux avant l'exploitation, après l'exploitation, pour au moins limiter la casse au niveau de la voirie. Bon, nous on a fait quand même pas mal de réunions jusqu'à maintenant sur les communes pour prévenir les propriétaires forestiers de qu'est-ce que c'est qu'une exploitation forestière. Après, libre aux propriétaires forestiers de choisir, bien sûr. Mais on leur dit, par exemple, une exploitation en coupe rase, ça veut dire quoi? C'est le va-et-vient d'engins parfois très lourds, hein, qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes sur le terrain, donc qui vont tasser les sols, qui vont donc dénaturer complètement la fertilité du sol. Il faut savoir qu'un sol tassé, quand il y a eu 5 ou 6 allées-venues d'une abatteuse de quelques dizaines de tonnes dessus, c'est un sol qui va perdre pratiquement entre 80 et 90% de sa fertilité. C'est-à-dire que la végétation qui va suivre, si on laisse en régénération naturelle, hein, si on relaisse les arbres pousser naturellement, cette végétation-là aura beaucoup plus de difficultés à se réimplanter, hein, parce que sur un sol compacté, les racines vont prendre beaucoup plus difficilement. Le sol compacté, en plus, c'est un sol qui aura perdu pratiquement 90% de sa biodiversité, c'est-à-dire des échanges des micro-organismes, des réseaux mycorhiziens, etc. Donc, il sera beaucoup moins fertile. L'eau ne pénétrera beaucoup plus difficilement. Et puis, un sol rasé, c'est aussi un sol qui sera au vent, au soleil, et qui sera donc beaucoup plus susceptible beaucoup plus fragile aux sécheresses et aux attaques de parasites, que ce soit
les insectes, les champignons, etc., quoi. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on essaye de faire de façon, entre guillemets, pédagogique auprès des propriétaires forestiers en leur disant attention, vous avez un patrimoine forestier, vous voulez l'exploiter, bon, en tirer des gains, mais préservez ce patrimoine forestier parce que les générations qui viendront après vous voudront peut-être aussi en profiter. Alors, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan tout simplement des paysages, du bien-être, voilà, du monde du vivant qu'ils auront à leur tour envie de préserver. Donc, faites très attention à ne pas céder aux sirènes des coopératives forestières qui démarchent les propriétaires forestiers en disant écoutez, votre bois là, il n'a pas beaucoup de valeur, nous on vous propose clé en main de le remplacer par des résineux, ça va vous rapporter le pactole et puis voilà quoi, alors que c'est un mensonge, c'est de la désinformation. Et ces coopératives forestières, quelles sont-elles? En Dordogne, quelles sont les plus importantes? Si vous voulez, nous on en connaît une donc qui est Alliance Forêt-Bois, hein, donc qui est la plus importante, qui est une coopérative forestière qui ne concerne pas que la Dordogne, hein, elle s'étend des Pyrénées-Atlantiques jusqu'en Normandie, hein, vous voyez, c'est quand même des coopératives qui ont alors elles, par contre, un pouvoir énorme sur le plan national, et j'entends sur le plan des décisions économiques et politiques. Vous voyez ? Donc, c'est pas pour rien que... on va peut-être pas m'étendre trop longtemps, mais enfin, le plan de relance de 2022, je crois, qu'on appelle aujourd'hui le plan France 2030, il me semble. Ce plan de relance concernant les forêts a été en partie dicté par les coopératives forestières qui ont directement accès à l'oreille du ministre, enfin qui avaient directement accès à l'oreille du ministre à l'époque. Vous voyez, ouais. Donc c'est un plan de relance qui prévoit par exemple des crédits de fonds forêt qui permettent de financer entre autres les travaux préparatoires à la plantation, donc des travaux de coupe, qui permettent de financer l'achat et la mise en place de plans et la maîtrise d'œuvres des travaux, vous voyez, à grande échelle. Et si vous voulez, l'aide financière aux travaux, pour être éligible à une aide financière pour un propriétaire, il faut que son peuplement soit considéré comme sinistré par des phénomènes biotiques, hein, ou alors que son peuplement soit considéré comme vulnérable aux effets du changement climatique, ou qu'il soit considéré comme un peuplement pauvre. Voilà. Alors, à partir de ces trois critères, qui vont être déterminés par des techniciens par exemple de la coopérative forestière, hein, qui viennent voir le propriétaire, qui leur dit oui, votre peuplement là, alors soit il est sinistré, soit il est vulnérable, soit il est pauvre, mais avec des critères des critères d'entreprise, si vous voulez. Pour un peuplement pauvre, qu'est-ce qu'on appelle un peuplement pauvre ? Hein, le peuplement pauvre, alors ça c'est pas seulement sur le plan de la Dordogne, hein, c'est sur le plan national. Un peuplement pauvre, c'est un peuplement dont le propriétaire à l'hectare ne tirera un gain que en dessous de, je crois, c'est 13 ou 14 000 euros. Ça c'est considéré comme un peuplement pauvre. Actuellement, si vous voyez le prix d'un hectare en Dordogne, par exemple, c'est entre 4 000 et 5 000 euros. Vous voyez, donc, si on considère que tous les peuplements en dessous de 13 000 euros sont considérés comme pauvres, c'est toutes les forêts de Dordogne qui peuvent être rasées. Voilà, sous prétexte qu'ils sont pauvres. Vous voyez ? C'est que le critère économique qui est sélectionné.
Le critère économique prévaut sur le C'est critère le critère biodiversité. économique et donc ce propriétaire pourra avoir des aides qui peuvent aller jusqu'à 80%, des aides d'État, pour pouvoir faire effectuer une coupe rase et une plantation. Vous voyez, c'est en cela que le système, enfin voilà, que je vous disais que l'État il a quand même aussi sa part de responsabilité dans ce type d'exploitation intensive. Vous voyez, les Donc là, peuplements vulnérables, s'il y a plus de 20%, je crois, d'arbres qui ont dépéri sur la parcelle, on peut raser. Vous voyez, et on peut raser avec ensuite des plantations en monoculture. Alors c'est pas forcément tout de suite, tout le temps en monoculture de résineux, mais à 80-85%, c'est de la monoculture de résineux, parce que pour les coopératives forestières qui sont aussi les grandes pépinières vont proposer du pain maritime qui va leur rapporter beaucoup plus. Donc les coopératives forestières ont intérêt à conseiller les propriétaires forestiers sur des travaux lourds, c'est-à-dire des travaux coûteux, parce que pour elles, plus les travaux seront lourds, plus il y aura une masse d'argent engagée, et le propriétaire, lui, effectivement, il va être aidé par des fonds publics. Donc, vous voyez, on est un peu dans un système où des intérêts privés sont en grande partie financés par des fonds publics. dans ce plan de relance 2030, avec le taux de 20% d'arbres sinistrés là, sur une parcelle pour faire une coupe rase, est-ce que ceux qui connaissent des conseillers municipaux, là, il y a les municipales qui approchent en 2026, est-ce qu'il y a un pouvoir des citoyens? Il y a par exemple des outils comme le RIC local qui peuvent être mis en place, mais ça, il faut donc avoir la confiance du maire pour pouvoir mettre en place ça. Disons que le maire, lui, il n'a pas la possibilité si vous voulez, c'est inscrit dans la loi. Hein, le maire, il peut faire des arrêtés municipaux concernant principalement les voies communales, vous voyez. Mais sur le plan forestier lui-même, c'est le propriétaire forestier qui peut faire appliquer tel ou tel type d'exploitation forestière sur son terrain. Mais les maires, mis à part le fait d'informer, n'ont pas beaucoup de pouvoir à ce niveau-là. Après, si vous voulez, les maires, les mairies ou les communautés de communes ont aussi, mais alors là on est dans un autre domaine, mais ont aussi la possibilité de créer des zones de trames vertes ou de trames bleues. Ce qu'on appelle des trames vertes, ce sont des couloirs écologiques qui interdiront les coupes rases sur leur commune. Alors, je parle des communautés de communes parce que un couloir écologique, c'est pas seulement sur une commune, c'est souvent des couloirs qui permettent à la faune de se déplacer, de pouvoir se nourrir, de trouver les habitats qui leur conviennent, des refuges qui leur conviennent. Les trames bleues, c'est pareil, c'est des communes traversées par une rivière où on constate qu'il y a telle et telle espèce animale qui est important de protéger. Elles peuvent se mettre ensemble pour créer ce type de structure au niveau de la forêt, au niveau des cours d'eau. Et puis aussi, il faut savoir que le département a en quelque sorte dédié sa compétence au niveau des espaces naturels, des ENS, des espaces naturels sensibles, qui était une sorte de protection d'espaces privilégiés pour la biodiversité. Ils ont dédié cette compétence aux communautés de communes. Donc, les communautés de communes peuvent se saisir de cette compétence-là pour créer des espaces naturels sensibles là où elles pensent que c'est nécessaire, avec le financement du département, parce que le département a des fonds dédiés aux espaces naturels sensibles. Ça, il faut le savoir. Et donc, il peut tout à fait... les espaces naturels sensibles en Dordogne, ils sont au nombre je crois, de 4 ou 5, pas plus. On a à peu près 500 hectares d'espaces naturels sensibles en Dordogne, ce qui est très très peu par rapport
au département avoisinant. Si je prends l'exemple du Lot, par exemple, ils ont 8000 hectares. Donc, vous voyez, ça, c'est des outils dont peuvent se saisir les mairies et les communautés de communes, oui, tout à fait. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas la possibilité de changer le code forestier ou les lois concernant les exploitations forestières, quoi. Donc les maires ont quand même du pouvoir, les citoyens aussi, par le biais des maires et des prochaines élections en ont, à condition qu'il y ait beaucoup de citoyens qui s'activent. Et vous pouvez donc adhérer avec SOS Forêt Dordogne et demander à faire des réunions publiques, inviter tout l'entourage des communes jusqu'à avoir donc la majorité de la communauté de communes et pouvoir créer ces espaces dont vous parliez. Tout à fait. Et donc nous, bien sûr, hein, donc vous connaissez, enfin on a un site de sosforêtdordogne.fr. Hein. Bien sûr, hein, on invite tout le monde. Plus on sera, vous savez, l'opinion publique, ça compte, hein, ça compte. On le voit bien, on voit. Ça bouge très lentement, on va dire, hein, mais les pouvoirs publics aussi sont attentifs à ce que l'opinion publique peut dire et penser par rapport aux forêts, bien sûr. Donc les prochaines dates, je les rappelle, pour samedi 24 à 17h, une journée en forêt en partenariat avec la ferme du Parco, à Échourgnac. L'usage du monde, c'est ce film. Il y a un ciné-débat au Rex à Sarlat, le 27 mai à 20h. Et puis il y a une participation, un stand à la fête de l'ortie à Aja, le 30 mai. Merci, voilà, Monsieur Bernard, Jean-Bernard, coprésident de l'association SOS Forêt Dordogne. Voilà. Un dernier mot ? Je vous remercie beaucoup. Et voilà, encore une fois, nous invitons tous ceux qui sont sensibilisés au monde du vivant et au monde de la forêt, de nous contacter, au moins dans un premier temps. Et puis, je vous remercie. De se mobiliser. Merci.